Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les missions consulaires accréditées au Bénin sont désormais imprégnées du bien fondé des nouveaux actes d'état civil délivrés au Bénin. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé ce matin à Cotonou. Des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial de la commune d'Abomey-Calavi peuvent désormais se réjouir d'un avenir radieux. Elles bénéficieront d'une formation en make-up, graphisme et shooting grâce au projet d'appui à l'insertion professionnelle. Et puis, les Iraniens ont été aux urnes ce jour pour désigner le successeur de Hassan Rouhani au pouvoir depuis 2013. Un scrutin joué d'avance selon les ultra-conservateurs. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, atelier d'imprégnation des missions consulaires accréditées au Bénin ce jeudi 17 juin à Cotonou. Initié par l'Agence nationale d'identification des personnes, il a pour objectif d'expliquer aux missions consulaires le bien fondé des actes d'état civil délivrés par la structure. C'est un compte rendu de Carnot, François Ngouaderinto et de Denis Marouya. Le parcours administratif dans le secteur de l'identification en général et de l'état civil en particulier au Bénin est jalonné de réformes qui ont profondément transformé les actes délivrés dans ce secteur. Ainsi, la mise en circulation de nouveaux actes d'état civil est observée. Cyril Goubedji, le gestionnaire mandaté de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, rappelle ici ces différentes nouvelles pièces. De nouvelles formes d'actes de naissance, appelés actes de naissance sécurisés. Vous avez pu noter l'avènement de nouveaux documents d'identification, comme le certificat d'identification personnelle, sur lequel est mentionné le numéro unique et national d'identification de l'individu, encore appelé numéro personnel d'identification. Et puis récemment, l'avènement de la carte nationale d'identité biométrique. Aux côtés de ces documents d'identification de la personne, on peut également noter le certificat de coutume et de célibat. Depuis l'avènement de ces nouvelles pièces d'état civil et d'identification, les habitudes sont désormais bousculées au niveau des missions consulaires accréditées au Bénin. Cet atelier est donc organisé dans le but de présenter aux missions consulaires les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'identification et de l'état civil. Des explications sur la forme des actes et les moyens de leur authentification ne seront pas omises afin que des actes frauduleusement établis ne puissent être présentés dans les documents sans être détectés. Le présent atelier est donc un rendez-vous de promotion des produits d'identification en cours en République du Bénin. J'espère qu'à la fin de cet atelier, vous serez suffisamment imprégnés de ces réformes et que l'API qu'on mettra à votre disposition à l'issue des discussions vous permettra d'authentifier convenablement tous les actes d'identification que nos concitoyens présenteront dans des dossiers au niveau de vos services. À la fin de cet atelier, les missions consulaires accréditées au Bénin seront suffisamment imprégnées sur les actes d'identification délivrés à l'ANIP. Ceci leur permettra de ne pas être victimes de fraude. Lancement officiel du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial de la commune d'Abomey-Calavi ce vendredi à la mairie d'Abomey-Calavi. Ce projet vise leur formation en make-up, graphisme et shooting. Samson Oké, Fiacre Voitan.
Elles sont 20 jeunes filles sélectionnées pour bénéficier du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial. Venues de 5 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, elles suivront des formations en make-up, graphisme et shooting. Une initiative de l'ONG Amicale pour le développement durable. Le présent projet est donc une opportunité pour que ces filles déscolarisées quittent la situation de précarité dans laquelle elles végètent. Il contribue à l'amélioration des ressources de la commune et par ricochet le PIB du pays. Avec ce projet, 20 jeunes filles quitteront le chômage, ce qui contribuera à l'atteinte de la cible 1.2 de l'ODD 1, réduit de moitié au moins la proportion des hommes, femmes et enfants de tous âges vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions selon les définitions nationales. Ce projet, dont l'objectif est de sortir ces filles de leur précarité, a reçu le soutien de l'ambassade de France près le Bénin. L'ambassade de France et la maison de la société civile saluent, félicitent et encouragent tous les acteurs, toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet. Enfin, la maison de la société civile, en ce qui concerne ses attributs en tant que partenaire technique, souhaite un meilleur suivi du projet par le comité de pilotage, par les partenaires locaux, par les bénéficiaires du projet et par les OSC du pôle thématique 5. Après avoir encouragé et félicité les initiateurs, le représentant du maire de la commune d'Abomey-Calavi a exprimé toute la disponibilité des autorités communales pour accompagner ce projet. Chers responsables de l'ONG Amicale pour le développement durable, nous vous félicitons et vous encourageons pour cette noble mission. Vous pouvez compter sur la mairie d'Abomey-Calavi et ces 5 chefs d'arrondissement, à savoir Abomey-Calavi, Akasato, Brodjigwe, Toba et Zinvier, pour le déroulement de vos activités en toute quiétude. Après leur formation, totalement prise en charge par la PDD-ONG à travers l'appui financier de l'ambassade de France près le Bénin, ces filles bénéficieront d'autres appuis financiers pour leur installation et insertion professionnelle. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, a visité le centre de formation pour l'administration locale Céphale, situé à Abomey-Calavi ce jeudi 17 juin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les structures déconcentrées sous sa tutelle pour mieux s'imprégner des réalités de son département ministériel. On retrouve Carnot François Ronguele-Rinto et Fiacre Voitan. Le nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, pour mieux connaître les structures sous sa tutelle, a décidé d'une tournée de visite au sein de ces dernières. Ainsi, ce jeudi 17 juin 2021, il était à la communauté électrique du Bénin CEB et au centre de formation pour l'administration locale Céphale. Le ministre, une fois au Céphale, a eu des explications de la part de son directeur Christian Raoul Couton sur son mode de fonctionnement. L'occasion était aussi bonne pour exprimer des doléances. Nous avons profité donc pour lui exposer un peu tout ce que nous avons eu à faire comme activité principale et nous avons profité pour lui soumettre nos doléances, notamment par rapport à la construction des infrastructures propres du centre et aussi à l'adoption des tests que nous avons introduits pour pouvoir donner plus de vigueur, plus d'efficacité, donner plus de visibilité
aux activités du centre. Des doléances qui seront prises en compte à l'issue de la tournée selon les propos de l'autorité ministérielle. Tout ce que vous avez dit, j'en ai pris bonne note. Déjà, en faisant les visites de bureau, le hasard a voulu que nous passions par la CEB. Je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous soyez logés à meilleure enseigne. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Et quand on fera le point globalement de la visite des structures, on aura encore une visibilité plus grande du ministère, de ces problèmes, de ces défis. Ayant pris fonction le mercredi 26 mai 2021, Raphaël Akotagnon n'entend pas perdre du temps pour s'imprégner des réalités de toutes les structures sous tutelle de son département ministériel. D'autres structures seront également visitées dans les tout prochains jours. Dans 3 jours, lundi prochain donc, les candidats au baccalauréat session de juin 2021 vont composer la phase écrite de cet examen. Dans le but de tout savoir sur les préparatifs, une séance de travail a réuni les responsables de l'office du baccalauréat, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Yves Tchabi-Kouaro, et celui du supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan. Frédéric Espoir Roumabou, Damien Pedro pour les précisions. Au cours de cette séance, il s'est agi pour la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'Enseignement secondaire de s'assurer de ce que tout est fin prêt pour que les candidats puissent prendre part au baccalauréat dans les bonnes conditions. Et c'est le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, qui lève ici un coin de voile sur les actions déjà menées. L'office du baccalauréat est prêt. Nous sommes prêts, les travaux confidentiels sont terminés, le tirage des épreuves et la mise en cantine terminée, et hier, le dernier convoi des cantines est parti. À en croire le ministre de l'Enseignement secondaire, l'essentiel à dérouler en situation de classe a été fait et les apprenants sont censés être capables d'affronter les épreuves. Tous les programmes ont été achevés. Les remédiations pédagogiques ont été menées avec tout le professionnalisme requis par les structures techniques appropriées, à savoir la DIPIC et nos délégations pédagogiques au niveau des départements. Nos apprenants sont censés être prêts également pour affronter le baccalauréat. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'occasion pour rassurer les candidats. Ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions, que ce soit conditions logistiques, conditions sanitaires, tout est vraiment bouclé. Toute la sécurité sera mobilisée pour ça. Et ce qui est intéressant, ce sont les efforts donc, du gouvernement qui sont croissants et qui traduisent le niveau de priorité qui est accordé à ces examens et à la qualité donc, de nos diplômés. À noter que les 82 938 candidats seront répartis dans 132 centres de composition sur l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle d'ouverture de la 11e édition de la Journée du monde professionnel a été couplée avec le lancement de la cérémonie officielle de sortie des étudiants finissants à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. C'était dans la matinée de ce jeudi à l'EPAC sur le campus d'Abomey-Calavi. Un événement qui a réuni autorités et enseignants universitaires. Carnot François Ronguader-Rintor, Fiacre, Voitan. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC a lancé officiellement ce jeudi 17 juin à l'URC les activités entrant dans le cadre de la journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants.
Pour cette édition, la 11e depuis la création de l'école en 1977, c'est le directeur actuel, Guy Alitonou, qui a procédé à l'ouverture officielle devant le parrain, les responsables au sein de l'administration, les enseignants et les étudiants. Après le mot de bienvenue de Osefania Degbe, la présidente du comité d'organisation, il a plu à Michael Saïzonou, chef service du centre de promotion de partenariat avec les entreprises de l'EPAC, d'exprimer un souhait envers les employeurs. Vous savez ce dont ils sont capables. Alors, notre appel que nous lançons ici de façon vibrante et de façon solennelle, c'est que vous teniez compte en priorité de nos étudiants dans vos recrutements et qu'ils puissent également bénéficier de tous les apports possibles pour les accompagner, pour leur prise en charge, pour qu'ils puissent s'auto-employer et qu'ils puissent également créer de nouvelles entreprises. Au tour du directeur, dans son allocution d'ouverture, de rappeler le contexte et les objectifs poursuivis par l'administration en initiant la journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants. La journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, qu'a initié la direction en collaboration avec le centre de promotion et de partenariat avec les entreprises et le bureau de l'association des anciens diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, depuis une dizaine d'années, vise à jeter les bases de la mise en réflexion sur l'adéquation, formation, emploi et d'une unité de recherche et d'application à l'EPAC. La journée du monde professionnel constitue en réalité un creuset d'échanges, un cadre de partenariat pour la promotion des opportunités d'affaires entre l'EPAC et le monde professionnel. En vue de l'insertion des jeunes diplômés, à travers cet événement, nous envisageons la consolidation et l'élargissement de partenariats en matière de stage et de placement des diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Après l'allocution d'ouverture, place a été donnée à la communication sur le thème « La vie en entreprise ». Une communication présentée par le parrain de l'événement, Georges Allais, avec comme modérateur Jacques Okoumansou. Le département du Mono a célébré ce jeudi la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la commune de Bopa qui a accueilli l'événement marqué par la mise en terre de 6000 plants dans le village de Djidjozon. Jonas Bouchi nous en dit plus à travers ce compte rendu. Nul ne se fait compter de nos jours les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse. La chaleur excessive et l'inconstance des saisons dues à la rareté des pluies rappellent à tous l'impérieux devoir d'agir pour ralentir la vitesse de la désertification. Ce jeudi 17 juin 2021, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le maire de Bopa, dont la commune abrite les manifestations départementales dans le Mono, attire l'attention de ses concitoyens sur la responsabilité des humains face à ce phénomène. Notre responsabilité est donc grande face à ce phénomène qui n'épargne personne. Le phénomène de la désertification est causé par les variations climatiques, mais également par la super-exploitation des ressources naturelles par l'homme, qui ne laisse plus le temps à la terre de se régénérer et l'affaiblit de plus en plus. Le déboisement, le surpâturage et l'élevage sont entre autres les causes de la déforestation. Ces activités, en bouleversant l'écosystème naturel, provoquent la disparition de la couverture végétale et de la biodiversité. Le reboisement qui devrait atténuer les effets de la déforestation s'est réduit tout simplement à la mise en terre des plants d'arbres. Quant à leur entretien, on s'en soucie moins. Le chef de l'inspection forestière dans le département du Mono met un accent particulier sur l'entretien des plants à mettre en terre ce jour. Les anciennes plantations ne sont pas bien entretenues.
Et là, c'est le grief que l'administration forestière a contre la population de Djidjouzou, d'une part, et contre la mairie, d'autre part. Il y a le chef de village de Koyoko et le chef de village de Djidjouzou qui doivent prendre un engagement solennel devant l'autorité par rapport à l'entretien, par rapport à la lutte contre les intempéries sous toutes ses formes, les feux de végétation, la divagation des bêtes, pour que les responsabilités soient situées au moment opportun. Ensemble, luttons contre les effets néfastes du changement climatique. Transformons nos terres dégradées en terres saines. Traitons la terre comme un capital naturel limité et précieux. Il y va de notre survie. En plus du reboisement, le préfet du Mono exhorte les populations à s'investir dans la restauration des terres. Investir dans la restauration des terres favorise la création d'emplois, engendre des bénéfices économiques, tout en fournissant de moyens de résistance à une époque où des millions de personnes se retrouvent sans emploi. Au Bénin en général, et dans le département du Mono en particulier, nos forêts tropicales sont une source naturelle limitée et précieuse que nous avons l'obligation de protéger. À l'occasion de la présente journée, j'invite chacun de nous à rester mobilisé pour restaurer nos terres. Sur les 18 000 plants acquis avec le soutien de Sogea Satom et de GIZ, 6 000 plants ont été mis en terre dans le village de Djidjouzou sur un domaine de 6 hectares et demi. Actualité en dehors du Bénin, de retour au pays ce jeudi, Laurent Gbagbo a été accueilli en liesse par des milliers de partisans qui ont été dispersés par des policiers. C'est une joie retrouvée du côté des partisans de l'ancien président, mais un retour qui suscite des tensions dans le rang des opposants à l'homme qui exige son arrestation. 3 mois après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale CPI, la liberté de Laurent Gbagbo après son retour au pays risque de poser des problèmes. Laurent Gbagbo. Toutes nos excuses par rapport à la qualité sonore de ce reportage. Ce journal se poursuit. Les Français pourront célébrer la fête de la musique dans les bars et restaurants. L'annonce de la levée du couvre-feu est une bonne nouvelle, bien accueillie par les Français. Des mini-concerts sont envisagés. Cependant, le ministre de la Santé envisage rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant. En attendant l'officialisation de cette décision, Emmanuel Macron préfère jouer à la carte de la diplomatie. Continue d'être de jouer sur l'adhésion, l'intelligence, la responsabilité. Maintenant, notre travail va être d'aller convaincre, d'aller aussi vers nos concitoyens qui sont les plus loin du soin dans les semaines qui viennent. Je le dis parce que vous avez beaucoup de nos concitoyens qui sont dans des situations plus fragiles, plus précaires, qui ont parfois autant besoin que vous et moi de se faire vacciner et qui n'ont pas de médecin référent, qui n'ont pas le même accès à l'information. Donc il va falloir aller les chercher, ce qu'on a commencé depuis début février. Puis il y a des gens qui en effet continuent à douter, donc c'est ce travail de conviction auquel je crois davantage. Il y a des situations, par contre, que nous souhaitons régler durant l'été, c'est celle des établissements, en particulier accueillant des personnes en situation de grande fragilité. Les Iraniens sont aux urnes depuis ce matin pour désigner le successeur de Hassan Rouhani au pouvoir depuis 2013. Un scrutin joué d'avance selon les ultra-conservateurs. Une bannière en plein cœur de Téhéran, une famille heureuse d'aller voter. Dans les rues de la capitale iranienne, comme dans les plus grandes hautes sphères de l'État, une question revient sans cesse. Les bureaux de vote seront-ils remplis ce vendredi? Le conseil chargé de la 13e présidentielle depuis la révolution de 1979 a tenté de rassurer la population ces dernières heures. Environ 67 000 bureaux de vote à travers le pays ont été préparés, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport aux précédentes élections présidentielles. En moyenne, 3 à 5 superviseurs seront présents dans chaque bureau de vote. Et nous avons dépêché des équipes d'inspection spéciale depuis Téhéran pour prévenir toute violation éventuelle.
تیم‌های بازرسین ویژه رو هم از ستاد تهران Éviter toute violation dans une présidentielle qui ne semble pas pourtant se diriger vers un scénario surprise. Un sentiment de méfiance doublé d'une sensation de déjà-vu. 7 candidats sur la ligne de départ, 3 qui déclarent forfait et plus que 4 hommes à briguer la succession de l'actuel président Rouhani, inéligible pour un 3e mandat selon la constitution iranienne. 4 hommes avec un réformateur très loin dans les sondages, plus 3 ultra-conservateurs, dont un ultra-favori, Ebrahim Raïssi, 60 ans, chef de l'autorité judiciaire et proche du guide suprême Ali Khamenei. Ebrahim Raïssi a d'ailleurs obtenu 38% lors de l'élection présidentielle en 2017. Raïssi, seul candidat, a rassemblé des centaines de supporters dans plusieurs meetings en pleine crise sanitaire, croyant au redressement d'un pays en proie à une crise économique. 60 à 70% de nos problèmes sont internes et liés à nos propres fonctionnaires. Si Dieu le veut, M. Raïssi viendra avec la même compétence que celle que nous avons vue chez lui au cours de ces 30-40 dernières années et il transformera le pouvoir exécutif. Un futur président qui devra de fait recevoir la bénédiction du guide suprême Ali Khamenei, l'ayatollah qui n'a pas manqué de rappeler l'importance de ces élections dans un contexte de négociations nucléaires avec l'Occident. Si nous voulons que la pression exercée par les ennemis, y compris la pression économique telle que les sanctions et ainsi de suite, soit supprimée ou allégée, la participation du peuple doit augmenter et notre soutien public être montré aux ennemis. Objectif, faire mieux que les 42% de participation aux élections législatives de février 2020, un record historiquement bas. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous.